à cette seconde émission de la série Octopus. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un aperçu de la variété de programmes déjà préparés que vous pouvez vous procurer pour votre ordinateur. Nous aborderons également la question de la vitesse d'un ordinateur et nous verrons ce que signifient les expressions mémoire morte ou ROM et mémoire vive ou RAM. Notre ami Yvon est déjà en train de fouiner. Alors regardons les programmes qui sont disponibles. C'est merveilleux. C'est merveilleux le choix de programme. Je ne sais même pas par où commencer, c'est incroyable le nombre de programmes qui existent sur le marché. Avez-vous pensé, Yvon, à ce que vous aimeriez que l'ordinateur fasse pour vous? Non, pas vraiment. Auriez-vous besoin d'aide dans un domaine spécifique? Non, non. Oh oui. Ah oui, mais mes finances, on dirait que j'arrive jamais à tout faire à la fois. Vous savez, la déclaration d'impôts, les factures à régler, le renouvellement d'hypothèque... Eh bien, regardez justement sur ces étagères et vous devriez trouver un programme sur la comptabilité domestique. Ah oui? La comptabilité domestique? La comptabilité... Oui. La comptabilité domestique. Ah, voilà. Voilà le programme. Je vais me servir de cette machine que j'ai utilisée la dernière fois. Tiens. Et voilà. Et voilà. Et voilà. 1, 2, 3. Ça y est, l'écran est allumé. Vous allez un petit peu vite, Yvon. Non. Je me souviens très bien comment charger le disque. Alors, j'ouvre le volet, j'insère le disque, je ferme le volet... Et il ne se passe rien. C'est ce que je voulais vous dire. Vous auriez dû lire l'étiquette qui se trouve sur le disque. TRS 80. Je n'ai pas utilisé le bon ordinateur. Un disque TRS 80 ne fonctionne qu'avec l'ordinateur TRS 80. TRS 80, ça veut dire quoi? TRS, ce sont les initiales de Tandy Radio Shack. Regardez sur le comptoir, il y a un ordinateur TRS 80. Et mon disque sur le programme de comptabilité ne peut fonctionner que sur cet appareil. Exactement. Ouais. Et chaque programme est destiné à un certain type d'appareil. Eh oui, il n'est pas encore possible de transférer les programmes entre ordinateurs. Ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que la programmation varie d'un type d'ordinateur à un autre. Il n'y a pas de normalisation en ce domaine. N'oublions pas que le premier micro-ordinateur n'a fait son apparition qu'en 1977. C'est très récent. Les fabricants n'ont pas eu le temps d'établir de normes communes de programmation. En tout cas, mon programme de comptabilité n'est compatible qu'avec le TRS 80. Oui. Alors allons-y. Je suppose que l'interrupteur est à l'arrière? Non, il est sous le côté droit. Ah, voilà. Ça y est. Alors, j'ouvre le volet, j'insère le disque. Et maintenant? Maintenant, vous appuyez sur le bouton orange. Qu'est-ce que ça veut dire, ces indications? Ce sont des renseignements sur les droits d'auteur. Le programme de comptabilité va apparaître dans un instant, mais d'abord, il faut introduire la date et l'heure du moment. La date et l'heure du moment? Oui, afin de vous aider à retracer le moment exact où vous avez utilisé certains programmes. Ah bon. Alors le mois, disons le 12, mois de décembre, oblique, le 25 décembre, oblique, 83. Et maintenant, return? Non, sur le TRS 80, on appuie sur la touche Enter, mais ça revient au même. Alors, enter, Jean-Maurice. 10 ans, 2 petits points, 42 petits points, et enter. 37 178 bytes. Et voilà, le menu comptabilité domestique, budget personnel, mise à jour du compte, amortissement d'hypothèque. Je choisis le numéro 3 et enter. Montant de l'hypothèque, disons 40 000 $. 40 000, enter. Le taux d'intérêt, 16%, tiens. 6, enter. Année d'amortissement, sur 15 ans. Ça pas trop. Ouais, sur 15 ans. 15 ans, enter. Et le terme d'année, 10 ans. Et enter. Hey, c'est formidable, hein?
Voulez-vous un tableau par année? Ah oui. Tapez la lettre O pour oui. O. Enter. Maintenant, appuyez sur la barre d'espacement pour chaque année successive. Hey. Je viens de me rendre compte qu'il est grandement temps que je demande une augmentation de salaire. À moins qu'il ne vous faille réduire vos dépenses. Oh, 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 oh. Bien sûr, vous me direz qu'on peut faire la même chose avec une calculatrice ou même du papier et un crayon, mais vous ne pourriez jamais obtenir tous ces résultats aussi rapidement. Et ça, c'est un des aspects les plus importants d'un ordinateur, sa vitesse d'exécution. Le courant électrique circule dans les circuits de l'ordinateur à une vitesse très proche de celle de la lumière, 300 000 km à la seconde, ce qui équivaut environ à 1 milliard de kilomètres à l'heure. Si un astronaute pouvait voyager à une telle vitesse, il ferait le trajet aller-retour de la Terre à la Lune en moins de 4 secondes. 1, 2, sur la Lune. 3, 4, de retour sur la Terre. Donc, puisqu'une puce ou microprocesseur de l'ordinateur peut obtenir plusieurs milliers de circuits électriques, et puisque ces puces sont si petites qu'on pourrait en placer 25 sur un timbre-poste, le courant électrique peut très facilement parcourir tous les circuits électriques de l'ordinateur en quelques milliardièmes de seconde, ce qui permet à l'ordinateur de percevoir en une seconde plusieurs millions de combinaisons différentes de circuits, ouverts ou fermés. Mais pour nous, il est très difficile de concevoir ce que tout cela signifie, car nous avons une perception du temps très différente. Voici un exemple bien connu. Ce que vous voyez semble être l'image animée d'un cavalier et de sa monture. Mais non, il s'agit d'une série d'images fixes. Ils sont projetés à la cadence de 24 images par seconde afin de nous donner l'illusion d'un mouvement continu. Cette illusion d'optique est due au fait que notre œil retient chaque image pendant 1/24e de seconde. Si une image sur 24 de ce film est peinte en noir, nous ne pouvons la voir qu'en un éclair. C'est notre limite de perception. L'image peinte en noir devient invisible. Pour la plupart de nos besoins, notre vie quotidienne se divise en heures, en minutes et en secondes entières. Par contre, pour l'ordinateur, la durée se divise en millièmes de seconde ou millisecondes, en millionièmes de seconde ou microsecondes et en milliardièmes de seconde ou nanosecondes. Si l'ordinateur pouvait nous voir, nous lui donnerions l'impression de ne pas bouger plus vite qu'une pierre. Il nous faut environ 1 seconde pour décider sur quelle touche il faut appuyer sur le clavier. Pour l'ordinateur, cela représente un délai de 7 à 8 ans. À la vitesse de la lumière. L'ordinateur a calculé pour moi les versements hypothécaires à la vitesse de la lumière. Il peut en faire autant pour votre budget familial, vos déclarations d'impôts, votre compte de chèque, en fait, pour tout ce que vous désirez. Voulez-vous dire que je pourrais m'en servir comme d'un comptable personnel? Pas tout à fait, non. Je me demande si mon comptable n'a pas d'ordinateur. J'ai toujours trouvé qu'il me rendait mes rapports d'impôts un peu vite. Il n'y aurait rien d'étonnant à ça, Yvon. Ah, le programme est encore inscrit alors que j'ai enlevé la disquette. Oui. Récapitulons, si vous voulez. Vous savez que lorsqu'on charge un programme, en fait, on le copie dans la mémoire de l'ordinateur. Oui, mais... Alors, une fois que c'est fait, on n'a plus besoin du disque, on peut le retirer de l'unité de disque, n'est-ce pas? Ben, j'imagine que oui. C'est pourquoi vous avez pu retirer la disquette tout en conservant le programme à l'écran. Bon. Eh bien, qu'est-ce que je fais maintenant? Recommençons depuis le début. D'abord, il faut se débarrasser du programme. Il n'est pas nécessaire d'arrêter l'ordinateur. Avec le TRS-80, il suffit d'appuyer sur le bouton orange, on obtient le même résultat. Et voilà, c'est fait. Le programme est effacé de la mémoire de l'ordinateur.
C'est ça. Maintenant, chargez de nouveau le programme de comptabilité et quand le chargement sera fini, vous pourrez retirer le disque. Et comment savoir que le chargement est terminé? Vous allez l'entendre, on peut entendre un chargement de disque. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Et vous le verrez également, il y a un petit voyant rouge qui s'allume pendant le chargement. Dès que le chargement est terminé, le voyant s'éteint. Bon, alors d'accord. J'insère la disquette, je ferme le volet, le petit voyant rouge s'allume. Si j'arrivais à glisser mon doigt dans l'unité de disque, est-ce que l'ordinateur reproduirait mes empreintes digitales? Ça dépend si on vous recherche ou non. Sérieusement, Yvon, quand le volet est ouvert, l'unité de disque cesse de fonctionner. En fait, on ne doit mettre que des disquettes dans l'unité de disque. Alors j'ouvre le volet, je retire la disquette et tout le programme contenu dans le disque se trouve maintenant dans la mémoire du TRS-80. C'est ça exactement. Ah, c'est fantastique. Ah, c'est fantastique et à quelle vitesse ça s'est fait, hein? Mais dites-moi, si on essayait un autre programme? Allons-y, on a l'embarras du choix. Il y a plein de logiciels à votre disposition. Ah oui, logiciel? L'ordinateur lui-même est une pièce d'équipement physique. C'est pourquoi on l'appelle matériel. Tandis que les directives qui permettent à l'ordinateur de fonctionner, les programmes, sont des directives abstraites et constituent la logique du système, d'où l'expression logiciel. Vous pouvez choisir le logiciel que vous voulez sur les étagères. Choisir, c'est facile à dire, mais ce ne sera pas facile à faire. Il y a des centaines de programmes. En effet, Yvon, il y a une énorme quantité de logiciels sur le marché des micro-ordinateurs. Nous sommes allés chez Logidisc pour en savoir plus long sur les logiciels en français. Logidisc, bonjour. Logidisc est né, en fait, d'une étude faite auprès des dépositaires et de la clientèle, des gens qui achètent des micro-ordinateurs. C'est une maison d'édition spécialisée dans la publication et la mise en marché de logiciels, c'est-à-dire de programmes d'ordinateurs conçus et réalisés en français. Nous avons 3 grandes collections dans notre maison d'édition. La première, c'est l'ordinateur au foyer, c'est-à-dire ce micro-ordinateur que les gens ont chez eux et qu'ils peuvent utiliser en fait à toutes sortes de fins, très souvent pour des jeux. Nous avons aussi une collection l'ordinateur à l'école et là il s'agit évidemment essentiellement de didacticiels, donc de programmes qui vont apprendre des matières à l'élève et qui vont servir de support en fait à l'enseignant qui lui va pouvoir se servir de l'ordinateur pour mieux remplir sa tâche d'enseignant. Et nous avons aussi la collection l'ordinateur au bureau, où on retrouve des programmes destinés en fait à la petite et moyenne entreprise. Nous avons développé un système qui permet de passer de l'anglais au français instantanément, ou en fait en 4 secondes, ce qui est quand même pas mal, et qui vous permet de prendre un programme en basique écrit en anglais, de le lire en français, de le corriger en français, de l'enregistrer ensuite, de le relire en anglais si vous voulez, ou de continuer de travailler en français, et vice-versa. Alors donc, une parfaite compatibilité d'une langue à l'autre, une sorte de traducteur universel, si on veut. C'est d'ailleurs une sorte de rêve, si l'on veut. Et grâce à cette structure que nous avons développée, il est possible de créer son programme en français, et d'en envoyer une copie à un ami ontarien ou un ami albertain qui, lui, pourra tout simplement le lire en anglais et même le corriger, lui, en anglais, et vous pourrez lire ces corrections en français lorsque vous serez chez vous. Logidisc n'est pas le seul concepteur de logiciels éducatifs. Le Minnesota Educational Computing Consortium utilise les mêmes méthodes que Logidisc. C'est à la demande des professeurs et autres utilisateurs que de nouveaux didacticiels sont créés. Les idées sont alors développées par une équipe de pédagogues, designers, professeurs, graphistes et programmeurs. Lorsque le projet est bien au point, les programmeurs commencent leur travail et ces programmeurs sont très souvent des étudiants eux-mêmes. Après bien des évaluations et des révisions, ces nouveaux programmes sont complétés
par la documentation destinée à l'utilisateur. Les disquettes sont reproduites et enfin distribuées. C'est une grande variété de programmes éducatifs pour les ordinateurs. Pour vous donner une idée, Yvon, regardez sous la rubrique langue. Voyons ça. Science, affaires, langue. Ah, c'est fou le nombre de programmes, hein? Tiens, il y a même un programme pour enseigner le français. Oui, c'est un logiciel pour débutants en français langue seconde. Pour les anglophones qui apprennent le français. Oui, c'est ça. Mais pour vous, Yvon, ce sera une occasion de pratiquer l'anglais. Il y a aussi des logiciels pour apprendre l'espagnol, l'allemand et l'italien. Bon. Eh bien, ces cassettes sont faites pour les ordinateurs Atari. Atari. Ah, celui-là. Ah, j'ai bien hâte de les écouter. Voilà. Alors là, ici, l'écran. Et maintenant, je mets la cassette dans le magnétophone. J'appuie sur la touche play. C'est exact. Voilà. Et maintenant, je charge le programme? Oui, oui. Avec cet ordinateur, la commande est CLOAD. Et return. C'est bien ça, mais dans ce cas-ci, il faut appuyer 2 fois sur la touche. Ah bon? Qu'est-ce qu'on entend? Les bits? C'est exact. Cette cassette fonctionne un peu différemment des autres. Cette bande ne contient pas que des données binaires. Elle a 2 pistes, l'une pour le code binaire et l'autre pour le son. Ça veut dire que vous pourrez entendre vos leçons, Yvon, tout en les lisant sur l'écran. Ah, ça y est, c'est prêt. Alors, je tape run, R-U-N, et ensuite return. Look, listen and repeat. Un jeu. Sérieux, mais un jeu. J'ai une chambre. I've got a room. Je comprends pourquoi vous disiez que j'allais apprendre, pratiquer mon anglais. J'ai une chambre sans bain. Pas pratique. I've got a room without bath. Je n'ai pas de chambre avec bain. Ça fait des drôles de sons, hein? I don't have a room with bath. Est-ce que l'ordinateur peut m'entendre? J'ai bien peur que non. Il est très difficile pour un ordinateur de comprendre le langage parlé et celui-ci en est incapable. Avez-vous de la bière? Do you have any beer? Pas de commentaire. C'est incroyable. Tantôt, l'ordinateur me servait de comptable. Maintenant, c'est un professeur de français. Et s'il parle trop, comme je... oui, enfin, je n'ai qu'à l'éteindre. Et voilà. Mais il y a une chose qui me fascine. Comment l'ordinateur peut-il faire? Comment peut-il faire quoi? Si j'efface le contenu de sa mémoire chaque fois que j'arrête l'ordinateur, comment fait-il pour charger une cassette ou un disque quand je le remets en marche? Mais quand vous l'arrêtez, vous n'effacez pas tout le contenu de sa mémoire. Vous voulez dire que l'ordinateur perd certaines données et en conserve d'autres? Parfaitement. Il a 2 mémoires, l'une que vous pouvez charger et une autre où vous n'avez pas accès. Ce sont 2 types de mémoire complètement différents. Un ordinateur n'est en réalité qu'un ensemble d'interrupteurs qui peuvent être ouverts ou fermés. Quand nous introduisons des messages dans ce labyrinthe, les interrupteurs se placent en position ouverte ou fermée pour former diverses combinaisons dans la mémoire de l'ordinateur. Mais nous ne pouvons pas agir ainsi sur tous les interrupteurs, car certains sont déjà fixés suivant des combinaisons déterminées en usine. Ces interrupteurs sont bloqués et ils constituent des instructions permanentes sur la façon de charger les programmes, la façon d'imprimer les données sur l'écran, etc. L'ordinateur peut lire ce qui est à gauche grâce à sa mémoire, mais il ne peut pas écrire de ce côté-là. Il ne peut pas changer ses instructions. C'est pourquoi cette partie de la mémoire s'appelle la mémoire morte, ou ROM.
Mais l'ordinateur peut en quelque sorte écrire dans l'autre moitié de sa mémoire. Cette autre moitié s'appelle la mémoire vive, ou RAM, parce que l'ordinateur peut y inscrire des messages temporaires à n'importe quelle place de cette mémoire. Il offre l'accès à cette partie de sa mémoire. Mais si vous éteignez l'ordinateur et si vous le rallumez, les messages ont disparu de sa mémoire vive. Les interrupteurs réglables sont de nouveau brouillés, alors que les instructions de la mémoire morte restent telles qu'elles étaient. On peut programmer la mémoire vive à l'aide d'une cassette ou d'un disque chargé de renseignements. On peut ensuite retirer la cassette ou le disque et les renseignements resteront dans la mémoire vive. Mais si on éteint l'ordinateur, les renseignements disparaîtront de nouveau. Chose certaine, il vous reste les renseignements d'origine sur votre cassette ou votre disquette. Donc, ROM est une mémoire où l'on ne peut que lire des instructions permanentes. Elles ne disparaissent jamais. Par contre, RAM est une mémoire où l'on peut lire et écrire, et ces données sont temporaires. Elles disparaissent dès que l'on éteint le micro-ordinateur. Bon. Mémoire morte, ROM. Mémoire vive, RAM. La mémoire morte est fixe, on ne peut pas l'effacer. Alors que la mémoire vive, elle, est volatile. C'est tout à fait ça. C'est donc dire que le contenu de la mémoire vive, RAM, vient de l'extérieur, alors que celui de ROM, la mémoire morte, est déjà implanté dans l'ordinateur. Grosso modo, oui, c'est ça. Mais on peut ajouter un supplément de mémoire morte, ROM, à certains ordinateurs en utilisant un ROM pack. Un ROM pack? Regardez sur le côté gauche de l'ordinateur Atari et retirez la cartouche. Ça? Ça, c'est un ROM pack. Il permet d'accroître les instructions permanentes de ce type d'ordinateur. Il ne contient aucune substance magnétique, comme dans une cassette ou un disque. Il s'agit simplement d'une micro-plaquette ou d'une puce contenant un supplément de mémoire morte. Alors, information pour la mémoire morte, ROM. Et information pour la mémoire vive, RAM. C'est bien ça? C'est exact. Mais nous avons assez parlé de mémoire aujourd'hui. Voyons ce que nous réserve le sommaire de notre prochaine émission. Alors, Kivon composera son premier petit programme. Voyons voir, je pense que je peux écrire cette ligne tout seul. Alors, la ligne 40. Alors, if pour si, R pour réponse, trop grand, 1534, then print, guillemets, trop tard. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Après avoir fait travailler Yvon, ce sera au tour de l'ordinateur de travailler. On l'enverra acheter du lait à l'épicerie. Si vous veniez à manquer de lait, vous pourriez dire à un enfant, même très jeune, « Veux-tu aller chercher du lait ?» en lui donnant la monnaie exacte. Et tôt ou tard, vous auriez votre lait. Mais si vous vouliez qu'un ordinateur fasse la même chose pour vous, ce serait une toute autre histoire. Contrairement à l'enfant, l'ordinateur ne saurait pas où trouver du lait. Donc, il vous faudrait d'abord lui dire d'aller à l'épicerie la plus proche. Mais bien entendu, il ne saurait pas quoi faire une fois arrivé dans ce magasin. Il vous faudrait donc lui dire de regarder s'il y a du lait, afin qu'il puisse répondre à la question « Y a-t-il du lait à l'épicerie ?» Puis, nous verrons comment fonctionne l'unité centrale de traitement. UCT dispose de 2 petites boîtes. L'une s'appelle ROM, ce qui veut dire mémoire morte, et elle est remplie d'instructions permanentes sur la façon de faire son travail de bureaucrate. Et l'autre s'appelle RAM, c'est-à-dire mémoire vive. C'est là qu'UCT conserve l'information, ou les instructions, que vous voulez lui fournir de temps en temps. Mais vous avez cette illusion parce que vous ne voyez pas l'intérieur du bureau. Tout ce qu'il renferme, c'est UCT avec ses 2 boîtes de mémoire, ROM et RAM, et ses guichets d'entrée et de sortie. Et enfin, nous découvrirons les 2 opérations de base en programmation. C'est là la première opération de base qu'accomplit un programme d'ordinateur, la répétition.
Et voici la deuxième opération de base qu'un programme d'ordinateur accomplit. La décision oui, non. En attendant, ici Claudia Thériault pour Octopus. Et ici Yvon Dufour, qui vous dit au revoir et à la semaine prochaine. Et excusez-moi, je vais commencer tout de suite à me préparer. Un programme. Bon, alors comme ça, je réinsère